avec un leadership et un plan approprié, notre potentiel est sans limite. Je vais rester concentré parce que je comprends comment fonctionnent les marchés. Je connais les forces et leurs faiblesses. Mark Carney, sur l'expérience économique qu'il estime apporter à la course et qui lui donne un avantage sur ses rivaux et sur Pierre Poilievre, le conservateur surtout. L'ex-gouverneur des banques du Canada et d'Angleterre a lancé sa campagne à Edmonton la semaine dernière. C'était le secret le moins bien gardé depuis quelques jours à Ottawa. A-t-il la capacité de changer la mauvaise fortune des libéraux? Voyons voir ce que ça donne. Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Michel, commençons par le lancement en tant que tel. Qu'est-ce que vous avez pensé du lancement de M. Carney la semaine dernière? C'était pas le meilleur lancement de campagne que j'ai vu. Il y avait des faiblesses, il y a eu des problèmes techniques, semble-t-il. Mais de façon générale, le message était relativement clair. Son français était relativement correct. Alors, je pense pas qu'il s'est fait mal avec ce lancement-là. Il s'est peut-être pas beaucoup aidé, mais il s'est pas fait mal. Et ça va donner une course assez intéressante, je pense. C'est un adversaire de taille pour Mme Freeland. Et ça va donner des flamèches probablement un peu, mais une campagne d'assez bonne tenue, ce qu'on n'a pas toujours vu dans la campagne au leadership. Oui, effectivement. Chantal. Oui, il y a beaucoup de libéraux qui pensaient que Superman allait sortir de la cabine de téléphone qui est l'Alberta pour les vidéos. Et puis, finalement, c'est plutôt Clark Kent, hein, la personne sérieuse. J'ai oublié le costume. Bon. Il n'y avait pas de costume. Donc, c'est jamais une bonne chose de faire un lancement qui arrive en dessous des attentes. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la qualité de l'organisation de M. Carney. Et on est dans une campagne ultra rapide, une 50aine de jours. Il n'y a pas beaucoup de temps là, pour monter l'avion en vol sans s'écraser. Donc, il y avait quand même plusieurs petits signaux qui font dire « Attention les amis, là, votre candidat ne pourra pas livrer si vous ne l'appuyez pas de façon plus professionnelle. » Cela dit, pour la tenue de la course et ce que ça promet, c'est quand même effectivement d'un calibre complètement différent de plusieurs courses qu'on a vues. Pourquoi? Parce que Mme Freeland, l'ancienne ministre des Finances, va s'annoncer. Aujourd'hui, elle a un texte dans Le Devoir, un autre, le même, mais en anglais dans le Toronto Star. C'est un texte solide qui parle de choses solides, c'est-à-dire comment répliquer à Donald Trump. C'est très rare qu'on ait une course au leadership où on parle de choses aussi sérieuses plutôt que de « rah, on est fin, on est bon ». Et je ne dirais pas que c'est Mark Carney ou Chrystia Freeland qui ont le potentiel de sortir les libéraux de la dèche dans laquelle ils ont été depuis 1 an et demi. C'est plutôt Donald Trump qui leur a donné une planche de salut pour peut-être en sortir en transformant la conversation politique au Canada de la taxe carbone, le logement, le coût de la vie, tous des sujets encore sérieux, mais moins sérieux que la question qui va gérer la relation avec ce personnage-là pour les 4 prochaines années. Alex, c'est vrai que ça change la donne. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, de l'Angleterre, qui dit « Moi, je comprends ça un peu, l'économie. Je pense que je peux peut-être aider du côté américain. » Est-ce que ça lui donne un avantage certain? Ça lui donne certainement un avantage dans cette course-là parce que la question a changé et qu'on va évidemment se poser la question qui va être le mieux placé pour répondre à Donald Trump. Et il a une expérience. Là, vous parlez de sa gouvernance à la Banque du Canada, Banque d'Angleterre. Il a aussi été dans le secteur privé. Oui, non, mais c'est... Oui. Il a travaillé aux États-Unis. Donc, il y a une compréhension assez bonne de ces questions-là. Traverser des tempêtes, le Brexit en Angleterre, des crises économiques également. Donc, il peut jouer cette carte-là. C'était la première fois qu'on le voyait dans un contexte plus partisan. Et donc, il avait à se débrouiller sur quelle vision il allait amener. C'est encore très tôt, donc je pense que plusieurs personnes sont restées sur leur faim. On verra ce que ça va donner, mais c'est clair qu'il amène un bagage économique qui est important dans cette course-là. Et il amène peut-être, même s'il a, oui, donné des conseils par-ci, par-là à Justin Trudeau dans le passé, une distance par rapport au gouvernement Trudeau qui va pouvoir peut-être l'avantager aussi auprès de ceux qui pensent qu'on a besoin d'une rupture pour être capable de vendre aux Canadiens un changement face à Pierre Poilievre.
Chrystia Freeland a beaucoup de qualités, puis c'est vrai que la lettre qu'elle a écrite dans le Toronto Star, dans le Devoir, était, ma foi, assez bien tournée, puis on sentait qu'elle maîtrisait ses dossiers. Mais ce n'est pas, elle non plus, une bombe de charisme. On ne peut pas dire que son français est parfait non plus. Et elle a le désavantage d'avoir été la numéro 2 de ce gouvernement-là pendant très longtemps. Par exemple, on sent, je vais vous donner un exemple très concret, on sent que les deux veulent se distancier de la taxe sur le carbone, la tarification carbone. Les deux veulent mettre ça de côté, arriver avec un nouveau plan de lutte au changement climatique. Beaucoup plus facile pour Mark Carney de dire « c'était pas la bonne approche, je vous en propose une nouvelle », que de dire pour Chrystia Freeland « vous savez, pendant 9 ans, j'étais d'accord avec quelque chose que je ne supporte plus ». Ce n'est qu'un exemple, mais ça peut se produire à différents moments de cette course-là. Et ça, pour elle, ce sera un désavantage. Il faudrait qu'elle trouve une manière de se justifier à chaque fois. Ouais, la tarification carbone, au passage, Karina Gould, qui va se lancer aussi, n'est pas particulièrement chaude à l'idée de garder le système dans son état actuel. Alors, ça me ramène, Chantal, la tarification carbone, c'est terminé, c'est mort, on n'en parle plus? Bon. D'abord, la tarification carbone, c'est un raccourci. Comme le mot taxe carbone, on parle très précisément de l'imposition d'un prix plancher, une taxe plancher, dans les provinces qui n'ont pas des programmes qui leur permettent de faire la même chose, c'est-à-dire pas le Québec, qui est dans la bourse du carbone, pas la Colombie-Britannique. Dans ces provinces-là, enlever la taxe carbone, c'est probablement parce que c'est le plus grand échec de marketing du gouvernement libéral. Parce que dans les faits, ça n'affecterait pas tellement le budget fédéral. Pourquoi? Parce que depuis le début, on renvoie dans ces provinces-là aux contribuables l'argent qu'ils payent en taxe carbone. Donc, c'est à zéro coût pour la majorité des contribuables. Mais c'est devenu une espèce de symbole. Est-ce qu'on peut le remplacer par un mécanisme qui donnerait le même résultat au niveau de la diminution des gaz à effet de serre, donc de la consommation? Point d'interrogation. Mais certainement, Alec a raison. Mark Carney était favorable à la taxe carbone, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans ce dossier-là depuis plusieurs années et qui marie la question économique et la question de la politique du climat de façon différente. Dans le cas de Chrystia Freeland, c'est vrai aussi qu'elle n'était pas une grande partisane des politiques du climat du gouvernement de M. Trudeau, par rapport, par exemple, à l'achat du pipeline Trans Mountain qu'elle appuyait. Mais c'est quand même un problème, effectivement, pour quelqu'un qui a fait campagne dans 2 campagnes électorales, en 2019-2021, sur cette taxe carbone, de se réveiller tout à coup et de dire, finalement, j'aime pas ça. Mais c'est pas pour des raisons fiscales. Et la question à 300 000 $, c'est s'il n'y a aucun candidat qui veut la garder, qu'est-ce que ça fait pour des gens comme Stephen Guilbeault ou sa prédécesseur Catherine McKenna à l'environnement, qui ont laissé beaucoup de peau sur le pavé pour défendre ces politiques-là et les faire avancer et qui y croient vraiment. Ouais. L'autre impact que ça a, ce discours-là, Michel, c'est que ça semble annuler un peu une partie du discours de M. Poilievre. Qu'est-ce qu'il fait là, devant des candidats potentiels? Parce que l'opposant qu'il va avoir devant lui va être un peu d'accord, finalement, avec lui sur la taxe carbone. Comment les conservateurs prennent ça, là? M. Poilievre doit apprendre à pivoter. Et c'est pas exactement une qualité qui est innée chez lui. La taxe carbone a été son pain et son beurre depuis qu'il est chef conservateur. Il se promène encore sur son lutrin avec axe de taxes. À un moment donné, si c'est plus un enjeu, c'est plus un enjeu. Et il va devoir faire ça, faire ce chemin-là pour dire je représente autre chose que ça. Et ça, il n'a pas commencé à le faire encore et ça commence à presser parce que les élections vont s'en venir vite. Il y a d'autres sujets sur lesquels M. Poilievre est plus vraiment en harmonie avec l'opinion publique canadienne. Il va falloir vraiment qu'il change un certain nombre de choses. Il ne peut plus seulement attaquer comme il le faisait et ne pas dire ce qu'il va faire. Et ça, c'est une grande faiblesse qu'il a. On peut dire qu'un politicien veut garder ça pour la campagne électorale, oui, mais à un moment donné, s'il a une image qui est déjà trop asphaltée dans ce sens-là, il va être difficile d'enlever ça. Donc,
que M. Poilievre a beaucoup de travail à faire maintenant, avant le déclenchement de la campagne électorale, et on ne le voit pas en train de se préparer à faire ça. Bon, l'un des dossiers sur lesquels il va devoir... Il porte un peu d'attention, mais peut-être en porter davantage, c'est toute la question américaine. La semaine dernière, les premiers ministres rencontraient M. Trudeau à Ottawa pour parler de la suite puis de la riposte. On va entendre M. Ford, puis je reviens là-dessus. On va voir ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Donald Trump is a brilliant negotiator. That's what he's done his whole life. That's exactly what he's done. And he's sitting there with a big smile on his face thinking, wow, I'm going to divide and conquer. Remember one thing, united we stand, divided we fall. Alec, M. Ford, la semaine dernière, a été qualifié de capitaine Canada. On a l'impression de le voir, à chaque fois qu'on ouvrait un réseau de télé américain, il était là, ou à peu près, là. Puis il a vraiment été le chef de file du mouvement. On a l'impression qu'il a tenu le consensus à lui seul. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça a comme impact pour le gouvernement Trudeau, ça? Et ça, c'est sans compter la casquette. Vous n'avez pas montré la casquette. Ah là, oui! Le Canada n'est pas à vendre dans une calligraphie qui ressemblait à Make America Great Again de Donald Trump. La diplomatie par la casquette, grâce entre les Canada et les États-Unis. Mais blague à part, une chance que Doug Ford est là. Soyons honnêtes, une chance que Doug Ford est là parce que, bon, Justin Trudeau fait de son mieux, puis il y a eu une bonne semaine. Honnêtement, je ne pensais pas que Justin Trudeau réussirait à rallier une bonne partie des provinces derrière un plan qui va ressembler à quelque chose la semaine prochaine, mais c'est beaucoup grâce à Doug Ford. Et pourquoi je dis une chance qu'il est là? Parce qu'il est un premier ministre, d'abord, de la province la plus populeuse. Il est conservateur, donc on ne peut pas l'accuser de prendre des positions pour faire plaisir seulement à Justin Trudeau. Il a avec lui des provinces en majorité qui sont dirigées par des gouvernements conservateurs ou de tendances conservatrices. Et donc, il a été capable de jouer le rôle d'unificateur. Et moi, je ne suis pas certain que si Danielle Smith, qui était en vacances au Panama et qui a participé à distance à cette réunion-là mercredi, avait été dans la salle, on aurait eu le même résultat. Parce que s'il avait parlé, comme vous venez de l'entendre, à Danielle Smith, me semble-t-il que j'aurais été moins confortable dans mon siège à sa place, là, d'arriver puis de ne pas signer le communiqué final. Parce que c'est assez convaincant quand il dit qu'il faut garder toutes les cartes, toutes les possibilités ouvertes. On ne commence pas à dire avant de négocier, ben moi, ma carte maîtresse, je ne l'utiliserai jamais. Il faut garder ça dans les possibilités, même si on sait qu'en réalité, on ne va pas couper le robinet aux Américains. Ça ne va pas se produire comme ça. On aura peut-être des taxes à l'exportation, mais on ne va pas couper l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Mais il faut quand même garder le plus de possibilités possibles. De possibilités possibles, oui, c'est un beau pléonasme, sur la table. Et c'est ce que Daniel Smith n'a pas fait. Et Doug Ford n'avait pas l'air particulièrement ravi de ça. Non, effectivement. Michel, Mme Smith, pendant ce temps-là, a adopté une position complètement opposée à tous ses autres collègues des provinces. Puis elle a amené M. Poilievre aussi là-dedans dans le discours, dans ses petits messages sur X. Ça a quoi comme impact, ce genre de lien-là, sur les conservateurs? Là, les gens vont chercher Capitaine Canada. Ils vont chercher quelqu'un qui va les défendre contre Donald Trump. M. Ford peut faire ça, mais c'est un job par intérim. C'est en attendant que l'un des leaders fédéraux endosse cette cape-là. Il est possible pour M. Poilievre, il était possible pour M. Poilievre de le faire, mais il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et c'est quelqu'un qui a manié de façon très habile la hache depuis qu'il est là. Je vais couper la taxe, je vais couper le réseau anglais de Radio-Canada, etc. Là, les gens se cherchent plutôt un bouclier. Et il n'est pas très bon dans le rôle de bouclier. Il va falloir qu'il apprenne très rapidement à faire ça, parce que sinon, c'est justement son seul électorat, son seul appui, ce sera l'Alberta et Mme Smith. Oui. Chantal, sur tout ça, puis sur ce que ça donne comme élément, comme outil à M. Trudeau, là, parce que demain, on va avoir des nouvelles de ce qui va se passer avec Washington. On attend, la riposte est prête. Comment on aborde ça, puis est-ce qu'on l'aborde de bonne façon? Mais dans la mesure où, les ministres de premier plan sur ce dossier-là ne sont pas partis en campagne au leadership, donc on ne peut pas dire que le Conseil des ministres est rempli de remplaçants en attendant. Et dans la mesure, justement, où Justin Trudeau a réussi à présenter un front de premier ministre qui inclut tout le monde, même les gens qui ne l'aiment pas, à part Danielle Smith, il est quand même davantage blindé qu'avant. Il y a eu aussi un changement dans l'opinion publique, c'est-à-dire que là, on ne cherche plus quelqu'un pour faire disparaître Justin Trudeau, il va disparaître, mais on voudrait que la classe politique travaille ensemble pour le Canada. Quand M. Ford dit « country first », le pays d'abord, ça résonne très, très fort en Ontario.
Le problème de M. Poilievre est double. D'abord, il est triple. Il n'y a pas 50 façons de répondre aux États-Unis, premièrement. Et s'il y a des très, très bonnes idées, on peut imaginer que tous ces gens-là vont y penser avant lui. Il ne peut pas tirer à boulet rouge sur Justin Trudeau là-dessus sans avoir l'air de nuire au Canada. Et il ne peut pas tirer à boulet rouge sur Justin Trudeau là-dessus sans tirer sur le conservateur provincial le plus influent au Canada, dans la province dont il a le plus besoin, eu égard à ses déficiences au Québec, pour gagner un mandat majoritaire à Ottawa aux prochaines élections. Alors, c'est un beau piège. Et le problème, c'est que M. Poilievre, il a beaucoup de qualités, il parle bien, il est efficace, etc. Mais j'attends encore de trouver son côté givré, là, le côté rassembleur. Côté givré, oui. Celui que M. Carney est allé montrer au Daily Show. C'est plus compliqué un peu le côté givré pour certains politiciens. Investiture demain à Washington pour M. Trump. Puis la suite de la course chez les libéraux, ça va se passer vite, puis ça va être intéressant. On va en reparler la semaine prochaine. Alex Chantal Michel, merci. Au revoir. Au revoir.